Le médaillon par Anna-Catherine Green. Partie 4 du livre audio. Livre 2e. Justice et victime. Chapitre 10. Déposition de la femme de chambre. Le temps était passé, où je n'étais qu'un obscur détective. Je me voyais appelé désormais à jouer un rôle important dans cette affaire qui surexcitait si fort la curiosité publique. Tous les jours, des questionneurs indiscrets m'assiégeaient avec un acharnement redoublé. Les reporters, que nous avions jusqu'à ce moment réussi à éconduire, encombraient du matin au soir l'antichambre du coroner et les bureaux de la police. Nous attendions avec impatience le mot qu'avait promis M. Geffray et qui devait établir un alibi indiscutable. Mais aucun mot ne vint. Sa mémoire persistait à lui être infidèle, et force fut de poursuivre l'enquête officielle dans la direction prise d'abord par le coroner. L'audition des témoins commença. Dès le premier jour, je pus constater que tout ce que la ville comptait de plus brillant s'entassait dans la salle. Et comme je me frayais un chemin jusqu'au banc des témoins, j'eus le privilège de répondre aux sourires et aux regards de maintes élégantes dames qui, en d'autres temps, peut-être, ne se seraient guère occupées de moi. Mais aujourd'hui, j'étais une manière de personnage. Ce fut ma déposition qu'on entendit la première. J'exposais tout ce que je savais et tout ce que j'avais découvert, me bornant à énumérer les faits avec le plus scrupuleux souci de vérité. Mais comme un certain nombre de ces faits étaient nouveaux pour la plupart des assistants, ils produisaient un effet considérable non seulement sur les curieux, mais sur les témoins mêmes. C'était la première fois, par exemple, que les empreintes de doigts relevées par moi étaient mentionnées en dehors des bureaux de la justice et que les circonstances du drame étaient présentées de façon à rendre évident que Madame Geffray ne se trouvait pas seule dans la maison abandonnée au moment de sa mort. On avait photographié ces empreintes et je terminais ma déposition en affirmant qu'elles coïncidaient avec celles de la main de M. Geffray. Comme je regagnais mon banc, je glissai un regard vers l'endroit où ce gentleman, la tête dans ses mains, était assis entre l'oncle David et Miss Turner, dont une épaisse voilette cachait les traits. S'était-elle doutée du stratagème grâce auquel cette identification fut obtenue ? Je n'aurais pu le dire. À la manière dont Miss Turner était tournée vers lui, on pouvait supposer qu'il subissait une torture peu ordinaire, bien qu'il fût aussi immobile qu'une statue et ne parût pas même se douter que tous les regards de l'assistance étaient rivés sur lui à cette minute. D'autres agents présents lors de la découverte du corps déposèrent ensuite et corroborèrent ce que j'avais dit sans y ajouter rien de nouveau ou de saillant. Puis on appela le docteur qui avait procédé aux constatations médico-légales, déposition interminable et fort savante sans doute, une forêt de détails techniques, d'où il ressortait en substance que la blessure reçue par la victime avait causé une mort instantanée. On lui demanda si le corps portait des traces quelconques de violence. « Il y avait à la base de l'annulaire une légère écorchure », répondit-il. À ces mots, toutes les dames présentes manifestèrent une recrudescence d'intérêt que partagèrent même les hommes, quand le médecin ajouta « Il n'y avait plus au doigt aucune bague. Et comme Madame Geffray aurait dû porter une alliance, je remarquai le fait. Cette écorchure que vous dites légère, était-elle récente ? Elle avait saigné un peu. La peau était entamée comme si l'anneau eût été arraché brusquement. C'est du moins l'impression que je reçus. Mais je ne puis être absolument affirmatif à cet égard. Le petit frisson qui parcourut alors l'assistance se communiqua à Miss Turner. Il produisit même un semblant d'émotion chez M. Geffray, dont la main trembla quand il la pressa contre son front. Mais ni l'un ni l'autre ne proférèrent un mot, et ils ne levèrent pas non plus la tête quand un autre témoin fut appelé. C'était Loretta, la jeune camériste, qui était assise côte à côte avec ma petite amie. Elle tressaillit en entendant son nom et marqua une certaine répugnance à s'avancer jusqu'à la barre. Mais lorsque Jenny lui eut amicalement murmuré à l'oreille 2 ou 3 mots, elle partit soudain, la tête haute, avec une hardiesse visiblement empruntée.
Il lui fallut, en effet, tout son courage pour s'approcher du tribunal, car à l'exception des 2 personnes que sa déposition aurait dû intéresser particulièrement, tous les visages étaient tournés vers elle. Et à la façon précipitée dont se soulevait son corsage, on pouvait juger que ces regards curieux la gênaient certainement. Cet embarras était-il dû à une timidité naturelle, ou était-ce la crainte d'avoir à avouer certains faits assez humiliants qui la troublaient ? Je n'eus pas le temps d'approfondir ces questions, car aussitôt qu'elle eut dit son nom et sa condition, l'interrogatoire commença. Le coroner lui demanda tout d'abord si les nécessités de son service l'amenaient fréquemment dans la chambre de madame Geffray. Sur sa réponse affirmative, il voulut savoir si elle connaissait les bagues de sa maîtresse et si elle croyait qu'on les avait retrouvées toutes. L'affirmation fut catégorique. Lauretta connaissait par le menu tous les bijoux de madame Geffray, et tous avaient été retrouvés chez elle, sauf une petite montre enrichie de brillants. Tous, jusqu'à son alliance. « Est-ce vous qui les avez vérifiés la première ?»« Non. »« Quelqu'un de la maison y a-t-il touché avant vous ?»« Non, personne n'y a touché avant que l'agent vînt les prendre. »« Cela suffit. Asseyez-vous jusqu'à ce que nous ayons entendu ce que cet agent aura à nous dire au sujet des bagues en question. » Durbin, celui que je considérais comme mon ennemi et mon rival, s'avança alors, et je dus constater, assez à contre-cœur, combien il paraissait vigoureux, tranquille, maître de soi, et sur quel ton assuré il déposa. Il fut très bref. C'est lui qui avait saisi les bijoux et les avait examinés. Sur l'une des bagues, l'alliance, il avait aperçu une minuscule goutte de sang. Toute la curiosité de la salle se reporta sur M. Geffray, qui parut l'ignorer totalement. Son attitude resta la même. On aurait pu supposer que ce qui venait d'être dit ne le concernait en rien. Seule Miss Turner étendit une main qu'elle ramena aussitôt. Après un regard perplexe dans cette direction, le coroner remercia Durbin et rappela Lauretta. Je plaignis la pauvre fille. Il est toujours désagréable de voir révéler au grand jour nos faiblesses, surtout quand elles sont d'une nature plus mesquine que perverse. Mais il n'y avait pas moyen de lui épargner cette épreuve, et le coroner, soucieux seulement d'élucider tous les points de l'affaire, se remit impitoyablement à son interrogatoire. « Depuis combien de temps êtes-vous dans la maison Geffray ?»« Depuis 3 semaines. Depuis le jour du mariage, exactement. »« Étiez-vous là quand madame Geffray arriva après la cérémonie de la maison Moore ?»« Oui, monsieur. »« Et c'est la première fois, alors, que vous l'avez vue ?»« Oui, monsieur. » « Quelle impression produisit-elle sur vous ? » Elle me parut la plus joyeuse des mariées que j'eusse jamais vue. Puis, l'instant d'après, la plus morose, et bientôt je ne sus plus que penser. Elle était si gaie en arrivant, puis si terrifiée tout à coup, riant et bavardant en montant les marches, sombre et silencieuse en entrant au salon. Je ne pus me retenir de dire à l'office qu'elle devait avoir un caractère bizarre, et c'est alors qu'on me raconta ce qui s'était passé pendant la cérémonie, avec l'histoire des autres malheurs arrivés autrefois dans la maison Moore. Ces récits, ajoutés à vos propres observations, éveillèrent en vous une curiosité dévorante. Oh, monsieur, à partir de ce moment, vous n'avez cessé de surveiller votre jeune maîtresse pour surprendre le secret de son âme ? Lauretta inclina la tête, confuse. Cette curiosité était en quelque mesure excusable. Elle était humaine. Nous disons donc, reprit le coroner fermement, que vous avez épié madame Geffray. Quel fut le résultat de cette surveillance ? Pensez-vous qu'elle était heureuse et en bonne santé ? Lauretta jeta un coup d'œil furtif du côté de son maître qui n'avait pas bougé, et répondit en baissant la voix. « Je ne pense pas qu'elle fût heureuse. » Elle riait beaucoup. En allant par la maison, elle chantait comme un oiseau, mais ce n'était pas du bonheur qu'on lisait dans ses yeux, sauf de temps à autre quand elle se rencontrait avec monsieur. Je l'ai vue alors toute rougissante et joyeuse, et c'était un tel contraste, monsieur, avec le moment où elle était seule ou avec... Avec qui ? Avec sa sœur, monsieur.
Le ton de défi avec lequel fut articulé ces mots y ajouta une importance particulière. La curiosité que les auditeurs avaient manifestée à l'égard de Miss Turner se compliqua de soupçons chez ceux qui, jusqu'ici, n'avaient vu en elle que la sœur malheureuse d'une femme à l'esprit égaré. Et plus d'un regard malveillant essaya de percer l'épaisse voilette qui cachait ses traits si beaux pour y lire l'explication des paroles accusatrices. « Vous voulez dire Miss Turner » précisa le coroner. « La sœur de madame Jeffrey, oui, monsieur. » La jeune camériste modifia ici le ton menaçant, mais il était impossible d'oublier qu'elle l'avait eue. « Miss Turner habitait la maison de sa sœur ?»« Oui, monsieur, jusqu'à la mort de madame. Après les obsèques, elle est partie. » Revenons à notre premier point. Vous dites avoir observé chez madame Jeffrey des signes de malaise, d'inquiétude, de chagrin. Pourriez-vous prouver cette affirmation ? Répétez, par exemple, une conversation que vous auriez surprise et qui nous démontrerait plus clairement ce que vous entendez dire. Il me sera pénible de le faire, mais puisque vous l'exigez, je me rappelle, un jour, en traversant le vestibule, avoir entendu monsieur qui disait à madame « Vous prenez la chose beaucoup trop à cœur. » J'espérais une autre lune de miel que ceci, je dois le dire. Ce qui m'a fait me souvenir de la chose, c'est que monsieur avait un visage sévère, et madame, qui venait de s'habiller pour sortir, était si jolie, si adorable, si... qu'il m'a semblé qu'elle méritait d'être plus heureuse. Quand cela se passait-il ? Combien de jours avant sa mort ? Oh, 1 semaine à peu près. Ce n'était pas très longtemps après le mariage. Est-ce que la situation s'est détendue après cette scène ? Madame Jeffrey vous parut-elle plus contente ou plus résignée ? Je crois qu'elle faisait tout son possible pour le paraître. Mais elle avait quelques tourments dans l'esprit, une préoccupation qu'elle s'efforçait d'oublier, de cacher par les rires, quelque chose qui affectait aussi monsieur et Miss Turner, quelque chose qui était une ombre dans la maison, malgré les dîners, les soirées, les fêtes continuelles. Je suis fâchée d'avoir à parler ainsi, mais c'est la vérité. Ce quelque chose indiquerait-il qu'elle avait l'esprit dérangé ? Presque. Il y avait dans ses yeux une expression qui n'était pas naturelle. La façon dont elle regardait sa sœur, et même son mari, m'effrayait quelquefois. Parlait-elle beaucoup de la catastrophe qui se produisit lors du mariage ? En était-elle préoccupée ? Elle en parlait sans cesse au début, mais pas autant par la suite. Je crois que monsieur l'avait priée de renoncer à ce sujet d'entretien. Voulez-vous dire qu'il la réprimandait à l'occasion ? Non, monsieur, non. Pas quand ils étaient seuls, ou qu'il n'y avait là personne autre que moi. Il paraissait alors l'aimer beaucoup. Parlez plus clairement. Monsieur Jeffrey se montrait-il impatient ou irritable quand il y avait avec sa femme et lui d'autres personnes ? Miss Turner, par exemple ? Oui, c'est cela même. Monsieur changeait beaucoup quand Miss Turner entrait. Il changeait vis-à-vis de sa femme ? Oui, monsieur. Précisez ? Il devenait plus froid, plus réservé. S'il était assis auprès d'elle, il se levait d'un air de mauvaise humeur, et il prenait un livre ou un journal. Et Miss Turner ? Elle ne semblait rien remarquer, mais... Elle ne parut plus guère dans le salon quand cela fut arrivé une fois ou deux. Je veux parler du boudoir du premier étage, où il se tenait d'habitude. Il est une question, maintenant, qu'il me coûte de vous poser, Loretta. Mais après ce que vous venez de dire, je dois au jury, comme aux intéressés eux-mêmes, de bien préciser la situation de Miss Turner. Pensez-vous que sa présence dans la maison était vue avec plaisir par madame Jeffrey et son mari ? À cette question, qui, plus que toutes les autres, peut-être, semblait accuser l'espionnage inconscient auquel elle s'était livrée sur ses maîtres, la jeune fille se troubla visiblement. Elle eut un regard éperdu vers eux, comme pour leur demander secours. Mais ni l'un ni l'autre, n'ayant relevé la tête pour répondre à l'appel de ses yeux, elle fit un effort pour surmonter sa honte et articula d'une voix altérée. « Je ne puis que répéter ce que j'ai entendu dire une fois à ce propos par M. Jeffrey lui-même. Miss Turner venait de quitter la salle à manger,
et madame était dans un de ces moments d'humeur noire. Elle restait debout, la main sur le dossier de sa chaise, prête à sortir aussi, et paraissant oublier de le faire. J'étais là, mais personne ne faisait attention à moi. Monsieur observait sa femme d'un air inquiet, peiné, contrarié. Tout d'un coup, il parla. « Pourquoi, dit-il, tenez-vous à ce que Cora reste ici avec nous ?» Elle tressaillit et jeta sur son mari un regard étrange et effrayé. « Parce que je ne puis pas vivre sans Cora !» s'écria-t-elle. Ces mots, si différents de ceux auxquels on s'attendait, provoquèrent dans la salle une sensation très vive. Un bruit de pieds qui bougent et de têtes qui se tournent rompit le silence. Miss Turner baissa davantage la tête. M. Jeffrey eut peine à se contraindre, évidemment, en entendant la réponse du témoin. Le coroner, embarrassé sans doute par la silencieuse angoisse des deux malheureux, hésita avant de poser une nouvelle question. Loretta, au contraire, avait retrouvé de l'aplomb et semblait prête à toutes les audaces. « C'était donc madame Jeffrey qui s'obstinait à imposer la présence de Miss Turner, » reprit le coroner. « Je vous ai répété ses propres paroles. »« Mais cependant, les deux sœurs ne se tenaient guère ensemble. »« Aussi peu, je crois, que peuvent le faire deux personnes habitant sous le même toit. » Cette assertion, qui était en contradiction absolue avec ce qui précédait, accrut encore la curiosité, et l'auditoire fut visiblement désappointé quand le coroner poursuivit son interrogatoire dans une autre direction. « Pouvez-vous nous citer une occasion où monsieur et madame Jeffrey furent ouvertement en désaccord ?»« Oui, le jour qui précéda la mort de madame, c'est-à-dire le mardi. Monsieur et madame eurent une longue explication dans leur chambre. Après cela, madame n'a plus rien fait pour cacher son abattement. » Or, c'était le mercredi soir qu'on avait découvert le cadavre de madame Jeffrey. « Dites-nous sans réticence tout ce que vous avez pu surprendre de cette querelle et de ses suites. » Rougissant jusqu'aux oreilles, Loretta lança vers le public un regard confus et mortifié, mais n'apercevant que des visages extraordinairement attentifs, elle releva la tête et commença le récit de ce qu'elle savait. Le déjeuner du matin fut pris en silence. Il y avait eu la veille un grand bal, mais ni monsieur ni madame n'en parla. Seule Miss Turner risqua quelques allusions aux gens qu'elle y avait rencontrés, mais comme personne ne paraissait l'écouter, elle se tut et presque aussitôt quitta la table. Monsieur et madame s'attardèrent sans échanger un mot. Finalement, monsieur Jeffrey se leva et d'une voix à peine reconnaissable annonça à sa femme qu'il avait quelque chose à lui dire. Madame Jeffrey le suivit d'un air si épouvanté qu'il était évident que quelque chose de très sérieux se préparait. L'expression du visage de son maître était telle que Loretta ne put s'empêcher de guetter sa sortie pour s'assurer que la paix était faite, mais elle ne vit sur ses traits, ni dans ses manières, aucun signe de détente. Il passa directement dans le salon de Miss Turner, où, pendant une grande demi-heure, il resta enfermé avec sa belle-sœur, parlant sur un ton surexcité et inaccoutumé. Après quoi, il descendit rapidement l'escalier et s'élança dehors, sans presque s'arrêter pour reprendre son chapeau. Comme c'était l'autre femme de chambre qui faisait chaque matin l'appartement de madame Jeffrey, Loretta n'eut aucune occasion et ne trouva aucun prétexte pour pénétrer tout de suite jusqu'à sa maîtresse. Mais le courrier arriva, plusieurs messages et divers visiteurs furent annoncés, et elle dut monter plus d'une douzaine de fois à la porte de madame, qui ne répondit à ses appels que par un bref « Allez-vous-en ». Miss Turner ne fut pas mieux reçue. Elle essaya à plusieurs reprises de voir sa sœur, mais sans aucun succès. L'heure du luncheon arriva. Madame s'obstinait à rester seule. Cependant, monsieur n'étant pas rentré, elle finit par consentir à entr'ouvrir sa porte pour prendre la tasse de thé que Miss Turner la pressait d'accepter. Loretta confessa ici qu'elle avait été fort émue par ces faits et gestes inaccoutumés et par l'effet qu'ils semblaient produire sur Miss Turner. Elle remarqua que la main de madame tremblait comme celle d'une personne âgée quand elle prit le plateau.
Elle avait essayé d'entrevoir le visage de sa maîtresse, mais la jeune femme se dissimulait derrière la porte et la referma avec précipitation. La journée tout entière s'écoula sans apporter aucun changement à cette pénible situation. Vers minuit, Miss Turner donna l'ordre aux domestiques de gagner leur chambre. Alors la porte si longtemps close s'entr'ouvrit doucement, mais avant que personne pût s'en approcher, elle était poussée vivement et la clé tournait dans la serrure. Le lendemain se leva, triste et morne. Le maître n'avait pas reparu au logis. Miss Turner, qui paraissait grandement bouleversée, ne réussit pas davantage que la veille à se faire admettre auprès de sa sœur, et Loretta n'obtint, elle non plus, aucune réponse de sa maîtresse. Toutefois, vers 5 heures de l'après-midi, madame Jeffrey sonna, et à travers la porte, commanda qu'on lui montât à dîner. Quand elle arriva, portant son plateau chargé, Loretta fut fort surprise de trouver la porte ouverte et de s'entendre crier d'entrer. Le spectacle qu'elle put alors contempler augmenta sa surprise. Le salon était dans un état de désordre indescriptible, les sièges poussés dans les coins comme si la malheureuse femme avait voulu se donner le plus d'espace possible pour arpenter la pièce, les tentures arrachées, le dessus du piano froissé et bousculé, les partitions en débandade. Sur le parquet gisaient des fragments de porcelaine brisée, des bibelots auxquels madame Jeffrey attachait le plus grand prix. Devant la cheminée, le tapis était roulé en tas. La chambre à coucher présentait le même désordre, bien qu'il fût évident que le lit n'avait pas été défait depuis la veille. madame Jeffrey n'avait certainement pas dormi dans son lit la nuit précédente, et si elle avait reposé la tête quelque part, ce ne pouvait être que sur le tapis de la cheminée. Ces manifestations d'un tourment extrême effrayèrent Loretta au point qu'elle laissa tomber assez brusquement son plateau sur la table. Au bruit, madame, qui était debout devant la fenêtre, se retourna vivement, et la camériste aperçut son visage. On eût dit qu'il s'était flétri d'un seul coup. Hier encore animé et gai au-delà de toute expression, ce ravissant visage ressemblait maintenant à un masque de revenant. Il exprimait un chagrin atroce. C'est du moins ce que fit penser la description de Loretta, mais une femme de chambre qui se trouve soudain l'objet de l'attention générale peut être tentée d'exagérer, et tout cela revient à dire sans doute que madame Jeffrey était extraordinairement pâle et qu'elle n'avait plus ses airs enjoués de naguère. Habituée à voir sa maîtresse vêtue avec le luxe extrême qui caractérise les élégantes de nos jours, Loretta fut frappée, et même péniblement affectée de la trouver à cette heure avancée, et évidemment prête à sortir, habillée d'une robe de drap noir dont la sévère simplicité n'était relevée ni par un diamant ni par une fleur. Sur le dessus d'une chaise, un manteau était jeté, et elle tenait à la main un chapeau. Ses beaux cheveux, que sans doute elle n'avait jamais tressés elle-même, étaient maladroitement enroulés autour de sa tête. « Je vais sortir, balbutia-t-elle. Il se peut que je ne rentre que très tard. »« Que regardez-vous donc ?» Loretta déclara que cette question la prit au dépourvu et qu'elle ne sut que répondre. Elle réussit cependant à dissimuler son embarras en offrant à sa maîtresse de redresser sa coiffure. Madame Jeffrey, jetant un coup d'œil vers la glace, répondit brusquement « Non, c'est bien comme cela. » Cependant, elle parut aussitôt se raviser, se laissa choir sur une chaise. « Coiffez-moi » ordonna-t-elle brièvement. Mais elle paraissait impatientée, nerveuse, inquiète. Et sitôt que la femme de chambre eut fini de disposer les longues nattes de ses blonds cheveux, elle s'arracha d'un bond à sa main, se jeta vers la table, et malgré un dégoût, un manque d'appétit évident, s'obligea à prendre à la hâte un peu de nourriture. Loretta n'avait plus rien à faire là, mais elle ne savait se résoudre à se retirer, demeurant comme hypnotisée, les yeux attachés sur sa maîtresse. Soudain consciente de sa présence, la malheureuse jeune femme se retourna, et au milieu des gémissements qui s'échappaient malgré elle de ses lèvres, avec un effort pitoyable pour reconquérir sa voix ordinaire, « Allez-vous-en, Loretta !» cria-t-elle. « Je suis malade. Je n'aime pas qu'on me regarde ainsi. » Et comme Loretta reculait, elle ajouta par syllabes entrecoupées. « Quand M. Jeffrey rentrera ?» Sa voix se brisa. Pendant quelques minutes, elle s'étreignit la gorge, à deux mains, comme pour étouffer de force ses sanglots, et répéta,
Quand monsieur rentrera, s'il rentre, dites-lui que j'avais touché juste au sujet de la conclusion du roman qu'il sait. N'oubliez pas, dès qu'il rentrera, de lui dire que j'avais raison à propos de ce dénouement. Vous m'avez bien compris. Qu'il s'assure tout de suite si l'histoire ne se termine pas absolument comme je le pensais. » Tandis qu'elle parlait ainsi, son jeune visage était si doux, si touchant, que l'impressionnable camériste ne put s'empêcher de fondre en larmes, sans trop savoir pourquoi. « Pas un mot de ceci en bas, » reprit la jeune femme avec agitation. « Je ne serai pas longtemps malade. J'irai mieux bientôt. Bientôt. Quand vous me reverrez, je ne serai plus comme aujourd'hui. Oubliez combien j'ai été enfant depuis hier. » C'est à peine si Loretta put répéter ces derniers mots, tant son émotion fut poignante au rappel de ses souvenirs. 3 heures plus tard, un agent de police, venant quérir M. Geffray, apportait la sinistre nouvelle. Au dernier mot de Loretta, une plainte entr'ouvrit les lèvres jusqu'ici closes de Francis Geffray. Un soupir frémissant échappa à Miss Turner, et un long murmure courut dans l'auditoire. Quoi de plus émouvant que cette crise de souffrance morale, s'achevant par un suicide à l'endroit même où, si peu de jours auparavant, la jeune femme avait reçu la bénédiction nuptiale? Quelle était la cause de cette souffrance? C'est ce que chacun avait hâte d'entendre expliquer, et c'est ce que l'on s'attendait à voir recherché par le coroner. Mais au lieu de poursuivre l'interrogatoire dans ce sens, le magistrat parut s'engager dans une nouvelle voie. « Où étiez-vous quand l'agent se présenta ?»« Dans le vestibule. C'est moi qui lui ouvris la porte. »« Et à qui fit-il part de l'objet de sa visite ?»« À Miss Turner. Elle venait de rentrer quelques instants avant lui, et elle était encore au bas de l'escalier. »« Quoi, Miss Turner était dehors ce soir-là ?»« Oui, monsieur. Très peu de temps après le départ de madame, Miss Turner sortit, me disant qu'elle avait affaire dans le quartier. Mais elle dut aller plus loin, car elle fut absente plus de 2 heures. »« C'est vous aussi qui lui avez ouvert ?»« Oui, monsieur. » »« Vous dit-elle alors quoi que ce soit de particulier ?»« Elle me demanda si monsieur était rentré. »« Rien de plus ?»« Et si madame était de retour. » »« À ces questions, vous avez répondu ? » ?»« Non, tout simplement. » »« Parlez-nous de l'arrivée de l'agent. » Il sonna aussitôt après Miss Turner. Pensant qu'elle préférerait monter chez elle avant que je fisse entrer quelqu'un, j'attendis un peu. Mais comme elle ne bougeait pas, j'ouvris la porte. Quand l'agent entra, alors, elle poussa un cri. Comment ? Avant qu'il eût rien dit ? Oui, monsieur. L'agent n'avait pas de manteau qui pût cacher son uniforme ? Non, monsieur. De sorte que vous avez vu tout de suite que c'était un homme de la police. Tout de suite. Que dit alors Miss Turner ? Rien à ce moment-là. Que fit-elle ? Elle attendit que l'agent parlât. Ce qu'il fit sans tarder, je suppose. Oui, et sans ménagement aussi. Il demanda à mademoiselle si elle était la sœur de madame. Et quand elle eut répondu oui d'un signe de tête et d'une voix étranglée, il annonça brusquement que madame était morte, qu'il arrivait de la maison Moore, où on venait de découvrir le cadavre. Que fit alors Miss Turner ? Elle couvrit sa figure de ses 2 mains en s'accoudant sur la rampe. Je me souviens que l'agent la regarda d'un air un peu interloqué, comme surpris de ne pas recevoir de questions. Comment ? Elle n'a rien dit ? Si fait. Mais un peu plus tard, je l'entendis d'abord murmurer, comme à elle-même. Non, non, ce maudit foyer n'est pas un aimant. Il n'est pas possible qu'elle soit allée tomber là. Puis elle leva brusquement la tête et s'écria « Il y a encore quelque chose que vous ne me dites pas. » Et l'agent répondit « Elle s'est suicidée. » « Est-ce là ce que vous voulez savoir ?» Miss Turner leva les bras. « Elle s'est suicidée ? Oh, Véronique, Véronique !» gémit-elle. « Elle s'est tiré un coup de revolver, » continua l'agent. Je crois qu'il ajouta « Le revolver était attaché à son poignet. »
Mais Miss Turner ne l'entendit pas. Elle avait porté les mains à ses oreilles, et pendant un instant, elle parut absolument affolée. L'agent, ne jugeant pas nécessaire de la tourmenter plus longtemps, se borna à demander si M. Geffray avait d'ordinaire chez lui des armes de ce genre. À cette question, les traits de Miss Turner s'altérèrent étrangement. « Monsieur Geffray, était-il là-bas » dit-elle. L'agent parut étonné. « On est à sa recherche, » répondit-il. « N'est-il pas ici ?»« Non, » fit-elle en même temps que moi. « Vous ne m'avez pas dit s'il y avait ordinairement des armes ici, » reprit l'agent. Mais elle s'efforça en vain de reprendre ses esprits, et je crus devoir répondre à sa place que M. Geffray avait un revolver qu'il gardait d'habitude dans un tiroir de son bureau. L'agent pria Miss Turner de monter s'assurer si l'arme était encore à sa place. Elle refusa en secouant la tête, et se dirigeant vers la porte, dit qu'elle voulait aller tout de suite auprès de sa sœur. Personne ne monta ? Ne s'est-on pas assuré si le revolver était ou n'était plus dans le tiroir ? Si fait, l'agent monta avec moi. Je lui indiquai l'endroit où on le mettait. Il fouilla tout le tiroir, mais ne trouva pas de revolver. Je m'y attendais. Mais aussitôt, Loretta s'interrompit, se mordit la lèvre et bredouilla d'un air confus. Madame l'avait emporté. Les jurés, dont le banc se trouvait dans l'ombre, n'avaient guère jusqu'ici attiré l'attention. Mais à partir de ce moment, on s'aperçut de leur présence. Cette soudaine interruption du témoin, accompagnée d'un coup d'œil furtif à Jenny, les avertit sans doute qu'il y avait quelques points à élucider, et l'un d'eux posa cette question. « Dans quelle pièce avez-vous dit qu'on gardait le revolver ?»« Dans la chambre à coucher de monsieur et madame, qui ouvre sur le petit salon où madame se tint enfermée toute la journée. »« Cette chambre à coucher communique-t-elle avec une antichambre ou avec le palier, en même temps qu'avec le petit salon ? Est-elle en un mot indépendante ? » ?»« Non, c'est un défaut dans la disposition de l'appartement. J'ai entendu monsieur et madame s'en plaindre. Il fallait traverser le boudoir pour pénétrer dans la chambre à coucher. » Le juré se renversa sur son dossier, évidemment satisfait de l'éclaircissement qu'il avait obtenu. Plusieurs ayant remarqué la nervosité de la camériste et le feu de ses joues, tandis qu'elle répondait à ses questions en apparence insignifiantes, attendirent, non sans curiosité, le développement de l'incident. Mais déjà le coroner passait à un autre point. « Monsieur Geffray tarda-t-il beaucoup à rentrer ?» Il rentra quelques minutes à peine après le départ de Miss Turner et de l'agent. J'avais peur, et je me disposais à demander à l'une des autres filles de chambre de monter me tenir compagnie, lorsque, entendant le passe-partout dans la serrure, je revins. Monsieur parut et demeura debout contre la porte, causant avec un second agent qui était évidemment arrivé en même temps que lui. Monsieur disait « Quoi ? Comment ? Ma femme est blessée ?» Et l'homme répondit à brûle-pourpoint « Elle est morte. » Je m'attendais à voir monsieur saisi, mais pas aussi terriblement que cela. J'en fus comme paralysé. J'aurais voulu fuir, mais j'étais cloué sur place, et bon gré mal gré, il me fallut assister à toute la scène. Pourtant, il ne proféra pas un seul mot, ne posa pas une seule question. Ma foi, il se laissa tomber à genoux, et il était pâle, oh pâle. Cependant, il releva la tête quand l'agent se mit à raconter comment et où on avait trouvé sa femme. À ce moment, le message de madame me revint en mémoire, et je crus qu'il était de mon devoir de le lui remettre aussitôt. Je dis qu'il me paraissait cruel de parler d'une pareille vétille dans un moment aussi grave, mais que madame ayant beaucoup insisté, je n'osais pas lui désobéir. Je répétais mot pour mot ce qu'elle m'avait dit relativement à cette fin de roman, et tandis que l'agent m'écoutait avec la plus profonde attention, monsieur parut prêt à s'affaisser complètement. Mais à peine eut-il saisi le sens de mes paroles qu'il se redressa, monta comme un trait jusqu'au premier étage. Parvenu sur le palier, il s'arrêta court, se pencha au-dessus de la rampe, demandant d'une voix pressante où était Miss Turner. Quand je l'informai qu'elle pénétrait sans doute en ce moment dans la maison Moore, il eut un moment de désarroi. Mais se reprenant très vite, il se précipita dans le petit salon,
ferma la porte derrière lui, me laissant seule dans le vestibule avec l'agent. Je ne savais que dire à cet homme, et il ne savait non plus que me dire. Le temps sembla long, mais quelques minutes à peine avaient dû s'écouler quand M. Geffray reparut, tenant à la main une feuille de papier. Ses traits révélaient un grand soulagement. « Cette action était préméditée, » s'écria-t-il. « Ma malheureuse femme s'est méprise sur mon affection. » L'instant d'avant, il avait paru écrasé, abattu. Maintenant, il se redressait de toute sa hauteur, et c'est avec sa dignité coutumière qu'il prit le chemin de l'avenue Waverley. Voilà tout ce que je puis vous dire sur la façon dont il reçut la nouvelle. Tous ces détails étaient-ils nécessaires ? Beaucoup d'assistants inclinaient à les juger futiles et déplacés. Mais notre coroner n'avait pas l'habitude de perdre son temps. Et ceux qui le connaissaient bien avaient la certitude que la moindre de ces questions était destinée à préparer la déposition de M. Geffray, dont le tour arrivait de comparaître à la barre. Chapitre 11. Attaque et riposte. Quand Francis Geffray écarta la main qui soutenait son front et se tourna vers le public, une instinctive compassion étreignit tous les cœurs. Car si l'expression de ce visage n'était pas tout à fait ouverte, on y pouvait lire cependant une poignante détresse. La scène prit aussitôt une signification nouvelle. On ne pouvait s'empêcher de se dire que 3 semaines plus tôt, ce même homme se montrait rayonnant de bonheur, que la fortune, la vie n'avaient pour lui que des sourires, que de longues années de félicité s'ouvraient devant lui. Aujourd'hui, il devait faire face à une foule curieuse, assemblée par le désir de scruter les secrets de sa vie privée. Et il fallait expliquer devant cette cohue avide comment toutes ses espérances, tout son bonheur, avaient abouti à une fin si prompte, si tragique. Comment une jeune épousée de 15 jours avait cherché une mort volontaire plutôt que de continuer à vivre sous le même toit que lui. Cette curiosité mêlée d'une certaine compassion, je la lisais sur tous les visages qui m'entouraient. Ce que révélait le mien, je ne saurais le dire. Je me souviens seulement que je m'efforçais de conserver un air de neutralité, alors que, tout au fond, j'avais le soupçon que le chagrin de cet homme n'était qu'un masque destiné à dissimuler soit sa participation directe à un crime odieux, soit quelque autre mystère que je pressentais vaguement. L'oncle de sa femme, M. Moore, partageait sans nul doute la curiosité générale, mais il n'en trahissait rien. Il observait d'un air d'impassibilité froide, parfaitement d'accord avec son attitude habituelle, le front pâle, les yeux enfoncés et cernés, les lèvres agitées d'un tremblement nerveux de celui qu'on appelait hier encore le beau Geffray. Soudain, secouant son abattement, M. Geffray parut se rendre compte de ce qu'on exigeait de lui. Il se redressa et se tourna avec un salut vers le coroner. Miss Turner, immobile, rigide et comme figée, semblait une statue de pierre. Après les formalités préliminaires de l'interrogatoire, le coroner prit le billet que M. Geffray avait déclaré être, à lui, adressé par Véronique. « Ces lignes sont-elles de l'écriture de votre femme ?» demanda-t-il. M. Geffray jeta un coup d'œil rapide sur le papier. « Elles sont de son écriture », répondit-il vivement. Le coroner lui tendit le feuillet. « Examinez-les soigneusement, insista-t-il. Les mots ont été tracés en grande hâte, et par endroits ils sont à peine lisibles. Êtes-vous prêt à affirmer sous serment que ces lignes ont été écrites par votre femme et par nulle autre ?» Avec un froncement de sourcils qui exprimait le déplaisir, M. Geffray examina, ou parut examiner, la feuille de papier qu'on l'avait obligé de prendre. « C'est bien l'écriture de ma femme, » affirma-t-il d'un ton impatient. « Ces lignes ont été tracées, comme il est facile de s'en rendre compte, dans un état d'agitation extrême, mais elles sont bien de la main de ma femme. Voulez-vous nous les lire à haute voix ?» C'était là une requête cruelle qui souleva d'instinctives protestations dans l'assistance. Mais aucune protestation ne troublait le coroner. Il avait ses raisons, sans doute, pour mettre ainsi le témoin à l'épreuve, et quand il avait une bonne raison pour agir,
Il aurait fallu quelque chose de plus que les murmures de la foule pour le détourner de son but. M. Geffray se rendit compte sans doute que le magistrat avait l'intention, comme il en avait le droit, d'agir à sa guise avec lui. Quoi qu'il en dût coûter à sa sensibilité ou à son orgueil, il se résigna, et d'une voix assez ferme, il lut les lignes suivantes. « Je m'aperçois que je ne vous aime pas, comme je le croyais. Je ne puis survivre à cette erreur. Je prie Dieu qu'il vous donne la force de me pardonner. Véronique. » Aussitôt que M. Geffray, non sans une émotion visible, eut prononcé ce nom, le coroner reprit. « Vous persistez à croire que ce billet vous a été adressé par votre femme, qu'il contient, en résumé, l'explication de son suicide ? » « Je le crois. » Le ton devenait acerbe. M. Geffray se regimbait sous l'aiguillon. Et il y avait dans son accent une agitation grandissante qu'il faisait tous ses efforts pour maîtriser. « Vous devez avoir des raisons particulières pour accepter cette explication d'un événement, d'un suicide, qui, de la vie générale, a pu être provoqué seulement par les motifs les plus graves, insista le coroner. Ma femme avait l'esprit dérangé. Elle était dans un état de tension et de souffrance excessive, et il faut tenir compte de cet état. Il se peut qu'elle ait eu conscience de ne pas répondre pleinement à mon affection, que ce sentiment ait été assez fort pour la décider à mettre fin à ses jours, c'est là, pour moi, une source d'indicible douleur. Et il faut ainsi, que je l'ai déjà dit, trouver l'explication de son état mental dans l'ébranlement que lui causa le terrible drame qui assombrit le jour de notre mariage, rappelant les terreurs du passé et faisant revivre les malheureuses traditions de la famille. Le coroner laissa ces paroles produire leur effet sur les membres du jury, puis il rentra dans ce que l'on peut appeler la partie offensive de son interrogatoire. « Vous dites que la mort de votre femme vous a causé une douleur profonde. Comment se fait-il que vous ayez éprouvé un tel soulagement en découvrant à cette mort une cause qui aurait dû ajouter à votre affliction ? » Cette question, on ne pouvait s'y méprendre, impliquait un soupçon. M. Geffray le sentit et s'abandonna à un mouvement d'impatience. « Sur quoi basez-vous l'assertion que je me suis montré soulagé ? Sur les racontards d'une domestique depuis si peu de temps dans ma maison que ses traits mêmes me sont inconnus ? Vous voudrez bien admettre qu'une personne d'aussi peu d'expérience ne saurait prétendre me connaître, ni interpréter exactement les sentiments de mon cœur, d'après quelque expression passagère qu'elle peut avoir surprise sur mes traits. » L'attitude de défi qu'il assumait si brusquement frappa tout l'auditoire. Miss Turner eut un mouvement sous son voile, et l'oncle David, qui jusqu'ici avait eu l'air profondément indifférent, fixa soudain sur lui un regard de curiosité aiguë. L'attention se fit générale. « Nous n'avons pas seulement le témoignage de la domestique, » fit remarquer le coroner. « Votre attitude fut significative et apparente pour beaucoup d'autres. Nous pouvons en donner la preuve au jury s'il l'exige. » Aucun juré n'éleva la voix. Le coroner demanda alors à M. Geffray s'il avait d'autres explications à fournir sur ce point, et ne recevant aucune réponse, il abandonna cet ordre de questions pour passer à l'examen des faits. « Où avez-vous trouvé ce papier ? » ?»« Dans un des livres rangés sur la bibliothèque du salon. Quand Loretta me transmit le message de ma femme, je compris que je trouverais quelques modèles dans le roman que nous venions de lire. Et comme depuis notre mariage, nous n'avions pris d'intérêt qu'à celui-là, je ne pouvais m'y tromper. Pouvez-vous nous donner le titre de ce roman ? Compensation. Et vous avez trouvé le livre, intitulé Compensation, dans le salon du premier étage ? Oui. Sur un des rayons de la bibliothèque ? Oui. Où sont placés ces rayons ? M. Geffray leva la tête d'un air étonné, comme s'il eût demandé « À quoi bon tant d'insignifiantes questions sur un point de si peu d'importance ?» Mais il répondit sans embarras « À droite de la porte qui donne dans l'autre pièce. »« À angle droit avec la porte qui donne sur le palier, si je ne me trompe. »« Oui. »« Très bien. Maintenant, puis-je vous demander de me décrire la couverture de ce livre ? » ?»« La couverture ? Je n'ai jamais fait attention à la couverture. Pourquoi me... Pardon.
La couverture est assez baroque, autant que je me souvienne. Mi-partie rouge et mi-partie verte, je crois. Est-ce celui-ci ? Monsieur Geffray regarda le volume que le coroner lui montrait. C'est possible. Il lui ressemble, en tout cas. Le volume avait une reliure flamboyante, facile à reconnaître. Le titre, au moins, indique que c'est le même, dit le coroner. Est-ce le seul livre de la maison qui ait une couverture de ce genre ? Le seul, à ma connaissance. Assez sur ce point, pour le moment. Je prierai seulement le jury de se rappeler que la couverture de ce livre a un caractère très particulier, et qu'il était placé sur des rayons situés à la droite de l'entrée qui mène dans la seconde chambre. Maintenant, monsieur Geffray, nous vous prierons de regarder ces bagues, ou plutôt cette alliance. C'est celle que vous avez passée au doigt de madame Geffray lors de votre mariage, il y a 15 jours. La reconnaissez-vous ? Parfaitement. Reconnaissez-vous aussi qu'elle portait une tache de sang quand l'agent vous la montra à votre retour de la maison Moore ? Je le reconnais. Comment expliquez-vous cette petite tache et la légère écorchure faite au doigt de madame Geffray ? Ne pensez-vous pas que l'alliance a dû être arrachée de force ? Cela semble probable. Par qui fut-elle ainsi arrachée ? Par vous ? Par moi ? Non. Par madame Geffray elle-même, alors ? C'est plus vraisemblable. Il faut qu'elle ait retiré son anneau dans un accès de colère pour se blesser de cette façon. Une querelle insignifiante entre mari et femme expliquerait difficilement un geste aussi violent. N'avons-nous pas quelque droit d'attribuer à votre désaccord un motif plus grave que celui que vous nous indiquez ? On n'entendit pas de réponse. Monsieur Geffray redressa soudain sa haute taille, et ce fut tout. Dans cette conversation que vous avez eue avec votre femme pendant la matinée du mardi, le nom de Miss Turner fut-il prononcé ? Demanda le coroner après un temps. Oui. Avec récrimination ou quelque marque d'emportement de la part de votre femme ? Vous ne me croiriez pas si je répondais non, fut la réplique inattendue de monsieur Geffray. Surpris par cette attaque directe du témoin, qui avait jusqu'ici supporté avec une patience apparente ses allusions et ses insinuations, le coroner demeura interdit un moment. Mais conscient que son rôle de magistrat le mettait en état de tenir tête victorieusement à l'élégant gentleman, qui aurait pu facilement le décontenancer en d'autres circonstances, il observa avec dignité. « Vous avez prêté serment, monsieur Geffray. Nous n'avons certainement aucune raison de ne pas vous croire. » Francis Geffray s'inclina, regrettant probablement cette absence momentanée de sang-froid, et baissant les yeux, il articula nettement et posément. « En ce cas, je répondrai non. » Le coroner changea de front. « Pouvez-vous faire la même réponse à cette autre question ? Dans la conversation que vous avez eue immédiatement après avec Miss Turner, a-t-il été parlé sévèrement des faits et gestes de madame Geffray ? » Une pause, une hésitation à peine perceptible, mais permettant bien des suppositions, fit perdre à la réponse impatiemment attendue quelque peu de l'énergie d'affirmation qu'il désirait certainement lui prêter. Miss Turner était la sœur de ma femme. Aurais-je été capable de parler d'elle en termes déplacés ? Ceci n'est pas une réponse à ma question, monsieur Geffray. Veuillez me donner une explication plus positive. Miss Turner fit un mouvement. L'attention de l'assistance était à un tel point tendue que tout le monde remarqua ce signe d'émotion. Monsieur Geffray s'en aperçut sans doute, car son visage s'altéra tandis qu'il répondait avec force. Il ne fut fait aucune récrimination. Madame Geffray m'avait donné des sujets de mécontentement et je ne me privai pas de le dire. Mais pas un instant, je n'oubliais qu'il s'agissait de ma femme et que je parlais à sa sœur. Ces phrases étaient manifestement pleines de réticence. Le coroner s'efforça d'obtenir une précision plus grande. « La conversation, donc, porta sur votre femme ? » « Oui.
Ce fut une critique de sa conduite ? Oui. Au bal de l'ambassade ? Oui. M. Geffray n'était vraiment pas habile à déguiser la vérité. Il ne put articuler ce dernier monosyllabe qu'avec un effort visible. Le coroner fit une pause, laissant l'écho de ce « oui » résonner et s'évanouir dans la salle. Puis, d'un ton cassant qui révéla un antagonisme jusqu'alors assez bien dissimulé, « Si vous vouliez bien nous rapporter quelques-uns des propos ou des faits qui ont amené le dénouement fatal, cela pourrait nous aider à comprendre la situation. » Mais le témoin n'essaya même pas d'obtempérer à ce désir. Il me parut que les avis étaient partagés dans l'auditoire au sujet de la discrétion dont il faisait preuve. Les uns la jugeant exagérée en de telles circonstances, les autres en appréciant vivement toute la délicatesse. Le coroner l'estima sans doute déplacé, car dès ce moment il poussa son interrogatoire avec une nuance de sévérité plus grande. Le serrant de près, il l'obligea de convenir d'abord que son entretien avec Miss Turner n'avait pas eu pour effet de lui inspirer plus d'indulgence pour sa femme, que nulle réconciliation avec celle-ci n'avait suivi, et que pendant les 36 heures qui s'écoulèrent avant qu'il rentrât au logis, il ne fit aucune tentative pour calmer la surexcitation d'une enfant que, de son propre aveu, il considérait comme à peine responsable de ses actes. Quand il eut laissé au jury le temps d'apprécier pleinement ces divers points, le coroner accrut l'effet produit en confrontant Geffray avec des témoins qui décrivirent les relations très cordiales, pour ne pas dire plus, qui avaient existé entre Miss Turner et lui, avant qu'il eût fait la connaissance de celle qui devait devenir sa femme. Il termina par une question qui amena le témoin à nier qu'il eût jamais été fiancé à Miss Turner et à réitérer l'assertion que son mariage avec Miss Moore n'avait rompu aucun engagement antérieur. Mais son accent et la manière circonspecte avec laquelle il choisit ses mots pour faire ses déclarations ne parurent point, à ceux qui l'entendirent, une garantie absolue de sa sincérité. En outre, malgré l'apparente immobilité de Miss Turner, on put voir à la façon dont ses doigts se nouaient nerveusement quelle souffrance elle endurait pendant ce pénible interrogatoire. Souffrait-elle seulement dans sa juste fierté ? Craignait-elle quelque révélation fâcheuse ? Pour son bon renom ? On aurait pu le dire. Et l'on attendait avec une curiosité cruelle, je l'admets, le moment où cette beauté fameuse serait appelée à la barre, contrainte d'écarter son voile et de révéler les traits admirables qui ne l'avaient pas empêchée d'être délaissée pour une rivale dont le principal mérite résidait en sa grande fortune. Mais ce moment n'était pas encore venu. Le coroner, procédant avec méthode, tendait maintenant à prouver ce qui, dès le début, avait été manifeste pour beaucoup d'entre nous, à savoir que l'hypothèse du suicide de madame Geffray pouvait, à bon droit, paraître douteuse. Le billet laissé par la malheureuse jeune femme constituait la preuve la plus solide que put alléguer M. Geffray en faveur de cette hypothèse. Mais si ce billet était purement et simplement inventé, ou bien si, avant de chercher un remède à ses maux dans la mort, l'infortunée Véronique avait réellement laissé un billet à l'adresse de son mari, ne se pouvait-il pas qu'il eût été tout différent de celui qu'on présentait ? Qu'il donnât à sa fin tragique une explication tout autre, que le manque d'affection pour son mari, la désillusion apportée par le mariage ? Jugeant M. Geffray arrivé à un degré de surexcitation nerveuse qui le rendrait incapable de parer un coup imprévu, le magistrat prit soudain le papier signé Véronique, et le présentant au témoin, il lui demanda s'il n'avait jamais remarqué une ressemblance entre l'écriture de sa femme et celle de Miss Turner. Un « non » indigné parut sur le point de jaillir des lèvres de M. Geffray, mais il se ravisa et répondit d'un ton posé. « Il se peut qu'il y ait une ressemblance. Je n'en sais rien. Je connais trop peu de l'écriture de Miss Turner pour en juger. » Ceci occasionna une diversion. Des spécimens de l'écriture de Miss Turner furent produits, et après qu'ils eurent été dûment identifiés, le greffier les passa au juré en même temps que le billet de Véronique. Les murmures d'étonnement qui leur échappèrent en comparant ces divers documents
parurent causer une certaine agitation à M. Geffray. Il rougit de colère et finalement articula d'un ton péremptoire. « Je sais que ces mots ont été écrits par ma femme. » Mais quand le coroner lui demanda ses raisons pour être ainsi convaincu, il ne put ou ne voulut les faire connaître. « Je l'affirme, » se borna-t-il à répéter avec hauteur. Le magistrat s'abstint de tout commentaire, mais quand, après quelques nouvelles questions qui n'amenèrent aucun éclaircissement, il remercia M. Geffray et rappela Loretta, son accent nous avertit que la partie véritablement sérieuse de l'interrogatoire allait commencer. Chapitre 12. Présomption. L'attitude de Loretta s'était encore affermie. Quoique honteuse toujours d'avoir à confesser son espionnage, elle montrait une décision, une volonté d'affronter la situation qui ne pouvait qu'éveiller la crainte chez ceux qui s'intéressaient à M. Geffray. Sa première réponse révéla à la fois la cause de son embarras rougissant et la raison de son apparente fermeté. Le coroner lui demandait si elle avait vu Miss Turner avant que celle-ci sortît pour la promenade qu'elle prétendait avoir faite après le départ de madame Geffray. « Je l'ai vue, » affirma-t-elle. « Je ne crois pas que Miss Turner le sache, mais je l'ai vue dans la chambre de madame. » Tous les regards portèrent vers cette belle personne qui était demeurée jusqu'ici impassible et muette. Cette attaque directe, la plus menaçante de celles qu'elle avait eu à soutenir, ne parut pas produire plus d'effet que les autres. Elle demeura comme avant, superbe, immobile et silencieuse. La curiosité déçue se reporta sur M. Geffray et même sur l'oncle David. Mais le premier avait de nouveau appuyé sa tête sur sa main, et chez le second, on ne pouvait guère observer qu'une immense et égoïste satisfaction de soi. L'attention revint donc au témoin, qui avait pendant ce temps entamé son récit. « Je suis confuse de ce que j'ai fait ce soir-là, mais j'y fus amenée presque malgré moi, et j'en demande pardon à Miss Turner. Ma maîtresse ne sortit pas tout de suite. Elle passa quelques instants chez sa sœur avant de descendre, et lorsque j'eus refermé sur elle la porte d'entrée, je me hâtai d'aller remettre de l'ordre dans son appartement bouleversé. Sur le bureau ouvert, il y avait une foule de lettres. J'avoue que je m'arrêtai un peu à les regarder. En ce moment, ici, le coroner interrompit Loretta, exigeant qu'elle dît avec précision, avant de passer à d'autres détails, ce que contenaient ces papiers. Et comme il ressortit de ses réponses que ce n'était qu'invitations ou lettres amicales, n'ayant rien à faire avec l'enquête, il l'invita à poursuivre son récit. Rouge jusqu'aux oreilles d'avoir été obligée d'avouer qu'elle avait lu ces lettres assez attentivement pour être certaine qu'elle ne disait rien qui se rapportât à la querelle pendante entre les époux, Loretta ajouta en baissant les yeux que seulement lorsqu'elle entendit approcher Miss Turner, elle eut conscience de l'indiscrétion commise. Troublée au-delà de toute mesure à l'idée d'être prise en flagrant délit d'espionnage par une personne qu'elle soupçonnait, à tort ou à raison, d'entretenir des sentiments sévères à son égard, elle perdit la tête, ne sut pas se composer un maintien naturel, et remarquant que les tentures de la fenêtre opposée au bureau étaient fermées, elle courut se cacher dans ce réduit. L'embrasure était profonde. Elle s'y tint debout à l'aise, et comme les rideaux, en retombant sur elle, ne s'étaient pas rejoints complètement, elle pouvait suivre, sans en perdre un seul, tous les mouvements de Miss Turner. Ici, le témoin s'arrêta, appréhendant peut-être quelque manifestation hostile. Mais les auditeurs étaient uniquement désireux de savoir la suite. Aussi, sans que le coroner lui eût posé aucune nouvelle question, Loretta reprit. Miss Turner alla tout droit à la bibliothèque. On s'y attendait, et cependant il y eut un mouvement général, et l'on entendit quelques exclamations étouffées. « Que fit-elle » demanda le coroner. Elle prit un livre, après avoir examiné soigneusement les rayons. De quelle couleur était ce livre ? Une couverture verte, avec des figures rouges. Je l'ai très bien vu quand elle l'a pris. Comme celui-ci ? Exactement pareil.
Que fit-elle de ce livre ? Elle l'ouvrit, mais certainement ce n'était pas pour le lire, car elle le referma presque aussitôt. L'a-t-elle emporté hors de la chambre ? Non, elle le remit en place. Après l'avoir ouvert et refermé ? Oui. Avez-vous vu si elle a mis quelque chose dans le livre ? Je ne pourrais l'affirmer, car elle me tournait le dos, et je n'ai pas pu voir ce qu'elle faisait de ce livre. Il se produisit à ces mots une certaine rumeur dans la salle. Avec un regard sévère, enjoignant le silence à l'auditoire, le magistrat demanda si Miss Turner avait quitté le salon sitôt après avoir remis le livre à sa place. « Non, » répondit le témoin. Elle resta debout quelques instants près de la bibliothèque, les yeux fixés à terre et paraissant en proie à une grande détresse. Puis, d'une allure agitée et avec plus d'un regard inquiet en arrière, elle pénétra dans la chambre voisine, s'arrêta devant un vaste bureau qui servait uniquement à M. Geffray, hésita visiblement et avec une résolution soudaine, elle ouvrit le tiroir supérieur, y plongea la main. Y prit-elle quelque chose ? Loretta ne pouvait dire si elle emporta quoi que ce soit, car, entendant Miss Turner revenir dans le salon, elle se tapit instinctivement tout au fond de l'embrasure, n'ayant eu que le temps d'entrevoir son beau visage, presque égaré, pâle comme la mort. Quelques minutes plus tard, elle quittait la maison. Comme tout le monde savait ce que contenait d'habitude ce tiroir, la conclusion s'imposait. Quelque raison qu'elle pût invoquer pour avoir pénétré dans le salon de sa sœur, il n'y avait qu'une préoccupation, qu'une crainte, ou peut-être qu'un espoir capable de l'amener à fouiller dans le bureau de M. Geffray. Elle voulait savoir si le revolver était toujours à sa place, ou s'il avait été emporté par Véronique. Cela révélait sur quel point s'étaient fixées ses pensées pendant cette crise, et contredisait péremptoirement son assertion qu'elle n'avait remarqué chez la jeune femme rien d'alarmant, qu'elle l'avait vue partir sans rien redouter de fâcheux. Beaucoup de gens eurent ici l'impression que le nom de Francis Geffray était quitte, en une certaine mesure, de l'horrible soupçon qui pesait sur lui, et ce fut un soulagement général. Mais aussitôt, le coroner provoqua une surprise et une déception en l'appelant de nouveau à la barre. « Le témoin a-t-il accompagné sa femme à la maison Moore ?»« Non. » « L'y retrouva-t-il par suite d'un rendez-vous convenu avec elle ou ménagé par une tierce personne ? » ?»« Non. » »« S'est-il rendu à la maison Moore dans la soirée du 11, à un moment quelconque avant l'heure où il y revint en compagnie des agents ? » ?»« Non. » »« Veut-il jeter un coup d'œil sur ces empreintes de doigts laissées sur le manteau de la cheminée, dans la chambre du sud-ouest ? » Le témoin fit ce qui lui était demandé. « Et maintenant ? Voudrait-il placer les doigts de sa main gauche sur ce papier et voir si... »« C'est inutile, » interrompit M. Geffray. « Ces empreintes sont miennes. Je le reconnais. C'est-à-dire que je ne doute pas qu'elles aient été laissées par ma main. » Inconsciemment, ses yeux se portèrent sur cette main, comme s'il voulait lui reprocher de l'avoir trahi. Puis il dirigea vers moi un indéfinissable regard qui me troubla grandement et me fit voir sous un jour moins favorable le mirifique stratagème grâce auquel j'avais identifié les empreintes. Cependant, il se remit à répondre aux questions du coroner sur le même ton qu'il avait eu lors de l'entrevue officieuse à laquelle j'assistais. Je reconnais avoir été dans la maison Moore, avoir pénétré même dans la chambre du sud-ouest, mais pas au moment que vous croyez. Ce fut la veille que j'y allais. Il raconta comment, se trouvant dans un état de grande agitation nerveuse et ayant la clé de la vieille demeure dans sa poche, il s'était amusé à en parcourir les chambres abandonnées. Son récit produisit une impression de doute qui bientôt s'aggrava singulièrement. Répondant au coroner, qui demandait par quels moyens il s'était éclairé, il expliqua non sans un trouble visible qu'il avait découvert une bougie dans la chambre du premier étage. Mais sur la question suivante, qu'avait-il fait ensuite de cette bougie, il parut complètement interdit, incapable de trouver une explication, demeura muet. Et le coroner, ayant suggéré l'hypothèse que peut-être il l'avait laissé choir devant l'armoire de la chambre,
Il perdit tout à fait contenance et fut sur le point de s'affaisser comme quelqu'un à qui l'on retire soudain l'appui qui le maintenait. Un silence angoissant régna. Puis le témoin rappela d'un effort vigoureux de volonté ses forces défaillantes et murmura que ses souvenirs des incidents de ce soir-là étaient quelque peu confus. Il attendit avec un regard d'indicible souffrance la prochaine question du magistrat. « J'aurais tout donné en ce moment pour n'avoir point travaillé à perdre cet homme. » Malheureusement pour lui, le coroner continua sur le même sujet. « Avez-vous, oui ou non, acheté des bougies chez un épicier du coin de l'avenue ? » ?»« Oui. »« Avant d'aller visiter la maison ? » ?»« Oui. »« Avez-vous aussi acheté des allumettes ? » ?»« Oui, des allumettes aussi. »« De quelle espèce ? » ?»« Une boîte d'allumettes suédoises. »« Avez-vous remarqué, en rentrant chez vous, que la boîte que vous veniez d'acheter était à moitié vide ? » ?»« Non. »« Cependant, vous aviez brûlé un grand nombre d'allumettes en parcourant la maison, n'est-ce pas ? » ?»« C'est possible. »« Pour vous éclairer en montant l'escalier ? » ?»« Peut-être. »« C'est bien là l'usage que vous en avez fait. » ?»« Oui. »« Mais pourquoi vous servir d'allumettes, puisque vous aviez dans votre poche des bougies qui sont plus faciles à tenir et durent plus longtemps ? » ?»« Ah, je ne saurais le dire. Tout cela se brouille dans ma mémoire. » « Êtes-vous entré dans la bibliothèque pendant cette visite solitaire la veille dans la maison ? » insista le coroner. « Je crois que oui. »« Qu'avez-vous fait dans la bibliothèque ? » ?»« Je suis allé et venu dans la pièce. Je ne me rappelle plus. »« Quelle lumière aviez-vous ? » ?»« Une bougie, je crois. »« Vous devez bien le savoir. » ?»« Eh bien oui, il y avait une bougie dans un flambeau. »« Quel flambeau ? » ?»« Le même qui m'avait servi en haut. »« Et vous ne vous rappelez pas à quel endroit vous l'avez laissé en quittant la maison ? » ?»« Non. Je ne me préoccupais guère d'un pareil détail. »« De quoi donc étiez-vous préoccupé ? » ?»« De ma querelle avec ma femme et des fâcheux souvenirs de la vieille demeure. »« Ah ! Et cela se passait le mardi soir, hein ? » ?»« Oui. »« Pouvez-vous nous en fournir la preuve ? » ?»« Je ne le puis pas. »« Mais vous l'affirmez sous la foi du serment. » »« Je jure que c'était le mardi soir, le soir qui précéda immédiatement celui où la mort de ma femme m'a ravi à jamais mon bonheur terrestre. » Ces mots furent prononcés avec une ferveur sincère, et bien des visages se détendirent. Mais le coroner répéta : « N'avez-vous aucun moyen de nous donner la preuve indiscutable de ce que vous affirmez ? » L'ombre, un instant soulevée, parut s'appesantir à nouveau, et plus lourdement que jamais sur la tête de l'infortuné. Il était tard, et l'atmosphère de la salle devenait étouffante. Mais nul ne songeait au malaise physique, tant était grande l'anxiété morale, et un frisson passa dans tout l'auditoire quand le coroner, prenant une boîte sous une pile de papier, en tira le fameux ruban blanc délicatement noué qu'accompagnait le revolver fatal. Beaucoup d'amis de M. Geffray jugèrent ce geste inutilement dramatique. Le coroner souleva le ruban et demanda : « Vous connaissez ceci ? » À ce moment, un cri strident, mélange de surprise et de surexcitation, éclatant au dernier rang de l'auditoire, détourna un peu l'attention du visage torturé de Francis Geffray. Tous les regards se tournèrent du côté de la porte pour voir qui se permettait de troubler ainsi la majesté du prétoire. C'était une petite vieille, connue en ville pour ses excentricités autant que pour son énorme fortune. J'envoyai un agent la surveiller, et chacun se reprit à écouter. M. Geffray venait de reconnaître que le ruban était bien celui qui avait retenu le revolver au poignet de la morte. Le coroner lui demanda si, à son avis, une femme pouvait faire à son propre poignet un nœud aussi parfait. Et lorsqu'il eut admis que la chose paraissait impossible, le magistrat attendit quelques secondes avant de formuler le soupçon qui s'était emparé de tous. « Ne pouvez-vous, par quelque démonstration irréfutable ou à l'aide d'un témoin, prouver que ce fut bien le mardi, et non le mercredi soir, que vous allâtes visiter la maison Moore ?» Cette détresse morale, ce désarroi cruel qui, plus d'une fois déjà, s'était trahi sur le visage de M. Geffray, depuis le début de l'interrogatoire,
y reparut, plus pénible à voir que jamais, lorsque se formula cette question menaçante. En vain, il interrogeait sa mémoire rebelle, quand l'attention du coroner fut détournée par une requête que lui fit à l'oreille un des détectives. Aussitôt, d'un geste, il renvoyait M. Geffray à sa place et invitait un nouveau témoin à prêter serment. Il est facile d'imaginer la surprise de chacun, et la mienne en particulier, quand on vit que ce témoin était l'oncle David.